plus de 10 minutes au démarrage de ce programme, le débrief de l'actualité. La semaine commence assez difficilement. On espère que les jours à venir seront meilleurs. Toutes nos sincères excuses pour ces problèmes techniques, indépendamment de notre volonté. Toujours est-il, on va parler de l'actualité pour le reste des quelques minutes sur ce plateau en direct sur Canal 2 International. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On va s'intéresser à l'élection présidentielle au Sénégal et au regard des tendances des résultats de l'élection présidentielle et en attendant la proclamation officielle. Je félicite le président Bassirou Diomaye Tikar Faye pour sa victoire dès le premier tour. Je prie le Tout-Puissant de lui accorder l'énergie et la force nécessaires pour assumer cette haute fonction à la tête de notre pays. Je lui souhaite beaucoup de réussite et de succès pour le bien-être du peuple sénégalais. C'est un message signé de Amadouba, candidat à l'élection présidentielle ce 25 mars 2024. Et pour en parler, Cheikh Ali Al-Assad, secrétaire national chargé des questions électorales du MRC est sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Le jeune se passe bien? Du courage. Oui, parfaitement. Beaucoup de courage à vous. Merci. Lui, c'est un panafricaniste dans l'âme, Jonathan Batengene. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Piedjou. Bonsoir à Maître Cheikh Ali. Bonsoir et surtout beaucoup de courage dans le jeune. Nous espérons qu'au terme, cette retraite spirituelle va permettre de se réconcilier et de pouvoir continuer cette marche avec Allah. D'accord. Bonsoir également au troisième que vous allez présenter. Yves et à tous nos Abama, téléspectateurs. en politique, il nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui a célébré l'an 39 du RDPC hier. Bonsoir. Bonsoir Lille, bonsoir aux panélistes. C'est toujours un plaisir pour moi de participer au débat sur votre plateau. Et comme vous l'avez dit, nous sortons d'une gigantesque fête qui a eu lieu hier, vos 39 ans. On l'a célébré comme il fallait et c'était un peu normal. D'accord, merci d'être venu. Malheureusement, on n'aura pas Malik Diagne, coordonnateur de l'Alliance pour la République du Cameroun, plénipotentiaire de la coalition Yakar. Il ne pourra pas être là pour des raisons de diplomatie. Saïrachi a déprogrammé son passage sur le débrief de l'actualité. On peut comprendre au regard des tendances du côté du Sénégal. Il s'excuse auprès des téléspectateurs de Canal 2 International. On aura l'occasion de le retrouver dans un autre programme. Je commence par vous, Jonathan. Les tendances au niveau du Sénégal après la présidentielle nous portent déjà un premier candidat ou un autre président à la tête du pays. Tout à fait. Pour nous, c'est une victoire à distance. Une victoire à distance parce que le mouvement panafricaniste a regardé l'élection au Sénégal avec beaucoup d'attention. Vous savez que la dynamique panafricaniste, elle n'est pas que dans les pays comme le Cameroun, elle est dans tout le monde. Nous avons d'autres dossiers dans d'autres pays que nous suivons. Mais là, au Sénégal, il y avait un regard particulier. Parce que Macky Sall s'est constitué comme étant un des adversaires farouches de la dynamique panafricaniste en Afrique de l'Ouest. Il était parmi les pionniers ou bien parmi les acteurs de premier plan qui voulaient en finir avec l'Alliance des États du Sahel. Vous savez que la pupille du panafricanisme, c'est l'Alliance des États du Sahel, constituée du Niger, du Burkina et du Mali. Donc, il avait créé une adversité avec son complice de Côte d'Ivoire. Ils avaient créé une adversité qui faisait que nous étions partis pour une lutte, finalement, une lutte au prix de son pouvoir. Et tous les soutiens que nous avions au Sénégal nous faisaient comprendre que la rue sénégalaise est acquise au panafricanisme. D'ailleurs, vous allez remarquer que le leader, Ousmane Sonko, lorsqu'il est mis en difficulté dans sa dynamique, il a recours à son alliance avec tous ces mouvements panafricanistes qui ont, en 2022, qui se sont illustrés par les grandes émeutes à Dakar, où on a brûlé quand même les insignes de l'impérialisme français, Total, toutes ces multinationales françaises qui ont été touchées par la jeunesse sénégalaise qui a montré qu'elle voulait en finir avec ce que nous appelons les accords coloniaux, les accords de défense, avec le franc CFA qui pour nous est une monnaie néo-nazie, donc une monnaie qui empêche le développement de l'Afrique. Et le leader Ousmane Sonko a repris à son compte ce discours. Il s'est allié donc toute cette rue
cette jeunesse qui est allée casser les bases du consensus néocolonial sénégalais qui était assis sur une bourgeoisie comprador, laquelle bourgeoisie contrôle également les pans du pouvoir. Donc, le leader Ousmane Sonko, il est resté proche de cette dynamique panafricaniste et le succès auquel on assiste, et quand vous regardez toute la presse internationale, ils ont une seule crainte, c'est que finalement le panafricanisme prenne également le contrôle total du Sénégal, et c'est ce que nous souhaitons avec le président Diomaye. Diomaye Yves Abama, selon les résultats préliminaires, placé largement en tête de cette présidentielle. Il fallait s'y attendre au regard des secousses et de la crise post. Oui, je voudrais commencer déjà par saluer le comportement du peuple sénégalais qui a retrouvé une certaine accalmie pour se choisir son chef. Vous savez, et comme vous êtes en train de le dire, les jours précédents n'ont pas toujours été les plus calmes. Il y a eu beaucoup trop de problèmes, si bien que à un moment donné, nous avons craint pour ce peuple frère. Donc je salue déjà le retour au calme, la maturité avec laquelle les uns et les autres sont allés aux urnes. Et maintenant, je voudrais dire qu'en réalité, le vainqueur de cette élection, comme dit le panafricaniste, bon, je ne suis pas un panafricaniste affirmé, mais je m'abreuve à sa source. Comme il dit, en réalité, c'est quelqu'un qui a beaucoup profité de la rue. C'est-à-dire que il a tenu un discours, et on a vu ça dans son bras de fer avec le président sortant depuis pratiquement 2020. Tout à fait. À chaque fois qu'il était en difficulté, la rue était sans se dessus dessous. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et je me souviens d'un épisode, c'était en peut-être en début 2023. 2021 et 2022-2023. Voilà, quand on l'arrête, il fait 3 jours de prison. En 3 jours, il y a eu des casses. On a brûlé tellement au Sénégal. C'est-à-dire que tout le monde sentait venir cette force. Et qu'elle soit consacrée à l'occasion de cette élection ne surprend personne. Il ne vous a pas échappé que avant même le début du scrutin, le candidat de cette coalition, parce que je rappelle que le PASTEF ayant été dissous, ils ont refait notre coalition, là ils ont appelé ça quoi? Coalition Diomaye Président. Diomaye Président, voilà. C'est-à-dire que tout le monde voyait déjà le candidat de cette coalition gagner au premier tour, comme c'est en train d'arriver. Donc c'est pour dire qu'en réalité, la politique c'est le terrain, la politique c'est le rapport de force, et quand vous êtes imposé sur le terrain, comme ils se sont imposés sur le terrain, les urnes ne peuvent venir que confirmer. D'accord. Voilà. Alors Cheikh Bassirou, c'est un anti-système, et c'était d'abord Ousmane Sonko qui était parti pour être le principal challenger de Macky Sall. À cause des démêlés avec la justice, on a eu finalement en plan B Diomaye Faye qui est un anti-système. Aujourd'hui, à 44 ans, il prend les rênes du Sénégal en attendant bien sûr la communication officielle de ces résultats-là. Vous, en tant qu'homme politique, ça parle, c'était prévisible que quelqu'un farouche au régime puisse se retrouver aujourd'hui à la tête du pays? Oui, honnêtement, c'est vrai, à un moment, j'ai eu quelques appréhensions, j'ai eu quelques craintes. À un moment, je me suis dit que les Africains ne reconnaissaient plus ce Sénégal-là. Mais le résultat qu'on a aujourd'hui est conforme à nos attentes, à l'attente de tous les Africains, du moins tous les observateurs objectifs. Vous savez, le Sénégal fait figure d'exception en Afrique noire francophone. C'est le pays qui a une culture démocratique. Depuis la chute d'Abdou Diouf, et même avant la chute d'Abdou Diouf, le Sénégal a toujours donné à ses citoyens une culture démocratique, une culture politique. Lorsque vous lisez les mémoires d'Abdou Diouf, il dit, entre les 2 tours, il a réellement souhaité perdre les élections. Donc, du coup, pour l'écrasante victoire du camp de Sonko aujourd'hui est à mettre au crédit de plusieurs facteurs. Il s'est trouvé que même des Sénégalais qui ne se retrouvaient pas dans le discours de Sonko ont décidé de lui apporter leur soutien parce qu'ils ne reconnaissaient plus là où le Sénégal était en train de se diriger. Des Sénégalais disaient que nous sommes notre pays, le Sénégal, qui était la vitrine
de la démocratie en Afrique est en train d'imiter les républiques bananières de l'Afrique centrale, les républiques de ceci. Et ne serait-ce que pour restaurer la démocratie, pour redorer le blason démocratique du Sénégal, ils ont basculé dans l'opposition. Regardez, peut-être parce que je suis juriste de formation, ce que moi je retiens des élections sénégalaises, c'est le comportement de leur juge constitutionnel. Par 2 fois, en l'espace de 2 mois, 1 mois et demi, ils ont infligé 2 désaveux cinglants au pouvoir présidentiel. Ils ont dit, nous sommes les gardiens de la Constitution et la Constitution, vous ne la manipulez pas au gré de vos intérêts. Je crois que c'est ça qui a beaucoup plus pesé. Le peuple sénégalais donc s'est dit qu'il avait donc l'obligation d'emboîter le pas à son histoire, à ses juges constitutionnels et à son rôle de leader de la démocratie en Afrique francophone. Et nous avons ces résultats que nous saluons aujourd'hui. On va dire également, Jonathan, que dans l'adversité, l'opposition a quand même fait preuve d'une intelligence politique pour réussir aujourd'hui à mettre Amadou Ba du camp Macky Sall de côté. Vous devez noter d'abord un truc, je reviens sur un élément, parce que nous scrutons la vie sénégalaise, la vie politique sénégalaise avec beaucoup d'attention. Déjà, il n'y a pas eu 2 décisions qui ont mis Macky Sall en difficulté, non. Le Conseil constitutionnel a failli donner à Macky Sall un sauf-conduit qui s'apparentait à un coup d'État. C'est le niveau d'alerte. Coup d'État constitutionnel dénoncé par l'opposition. Non, le Conseil constitutionnel a même ouvert la porte à une nouvelle prorogation de facto. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle, en lui disant il faut organiser les élections dans les prochains jours, vous ne voulez pas d'abord prononcer une date. Il a fallu la pression populaire, et c'est là où le panafricanisme a été... Avant le 2 avril. Oui, il fallait une pression populaire, et c'est nous, les leaders panafricanistes, avec les leaders de la société civile sénégalaise, qui avons mis la pression sur ce Conseil constitutionnel. Et nous avons tout fait pour que les Sénégalais restent mobilisés, parce que l'enjeu, c'était la mobilisation populaire. Il faut d'abord le dire. Et tout à l'heure, j'ai suivi que il y avait vraiment une césure dans la classe politique. Oui, mais la césure, c'est quoi? Il faut connaître l'anthropologie politique du Sénégal. Elle est un peu ressemblante à certaines anthropologies politiques dans la France-Afrique. C'est quoi? On crée une bourgeoisie comprador qui récupère le pouvoir sur la base de pouvoirs claniques qu'on organise très bien au niveau du pays. Et ces pouvoirs claniques, c'est eux qui décident de qui devient président. C'était ça ce qu'on appelait la démocratie sénégalaise. En fait, une oligarchie exactement comme aux États-Unis, en France et partout ailleurs. Les fausses démocraties. Et ce pouvoir-là voulait conserver le pouvoir comme ils ont réussi à le faire sous Senghor, après Senghor, Abdou Diouf, sous Ouad, puis aujourd'hui Macky Sall. Le problème, c'était quoi? Sonko, sa dynamique s'appuyait essentiellement sur une jeunesse qui était gagnée par l'envie de remettre à plat le système néocolonial qui était au Sénégal. Un changement aussi. Et dans ce discours, pourquoi est-ce que ça gênait? Ça gênait parce que ça mettait en difficulté les leaders cléricaux. Au Sénégal, les imams et les marabouts ont un poids considérable dans le jeu politique, donc ça remettait en question l'autorité. Il faut savoir que dans les manifestations de 2021-2022, les leaders cléricaux se sont inscrits en faux contre cette jeunesse. Et quand cette jeunesse a quand même cassé les codes, ils ont dit « Hey, Sonko est dangereux ». Et c'est à ce titre qu'ils ne voulaient pas d'un Sonko au pouvoir. Et si Sonko a été mis en difficulté, c'est essentiellement parce qu'il représentait une menace contre ce consensus néocolonial qui existe dans toutes les néocolonies. Mais pourquoi toujours voir l'autre dans les problèmes de l'Afrique, surtout au Sénégal? Pourquoi ce n'est pas une histoire du peuple sénégalais? Pourquoi voir toujours la mainmise et une mainmise étrangère là-dessus dans le fonctionnement du système? Amadou Ba qui a été candidat, vous savez qu'en début d'année, il est allé rencontrer, quand il a été désigné par son camp, il allait à l'Élysée. Il a été reçu en France. Le monde est ouvert. Comment vous expliquez que quelqu'un qui est désigné candidat va aller discuter avec un chef d'État à l'étranger? Parce que la France a des logiques néocoloniales au Sénégal. Et quand il revient, vous savez ce qui se passe? Bernard Emier, ancien patron de la DGSE française, dont le service de renseignement français pour le contre-espionnage extérieur, vient au Sénégal en visite. Et c'est à l'issue de cette visite, le 5 février dernier, que Macky Sall va décider d'ajourner la présidentielle. Pourquoi?
Parce que les renseignements du renseignement français, c'était que tous les candidats du consensus néocolonial, et c'est d'ailleurs pourquoi, excusez, je vais un peu... Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons des craintes dans cette coalition des vieux classiques du consensus néocolonial qui se mettent autour de Diomaye. Nous disons une chose à Diomaye, c'est que tu as pris un engagement auprès de la population qui veut remettre à plat le système néocolonial. Vous avez dit il a un système. Ce système, ce n'est pas simplement maquis. Le système, c'est le système néocolonial. Tu as décidé de remettre à plat le système néocolonial. Eh bien, il faut aller au bout de tes réformes. Il ne faut pas s'arrêter simplement à un changement cosmétique comme ça s'est fait jusqu'aujourd'hui au Sénégal. Parce que quand vous arrivez au Sénégal, Madame Piedou, c'est joli, c'est beau en matière d'infrastructure. Mais quand vous entrez dans la vie économique sénégalaise, vous constatez que c'est soit les Libanais, soit les Français qui ont le monopole du contrôle de l'activité économique. Donc, le pays n'appartient pas véritablement aux Sénégalais. Et les Sénégalais ne veulent plus de ça. En attendant justement qu'il y ait cette validation officielle de la victoire de Sonko, le dépouillement est toujours en cours dans le pays, il faut le préciser. C'est d'ici vendredi qu'on aura finalement ces informations de façon officielle, mais toujours est-il, la tendance présente donc ce candidat de ce pro-Sonko, on le présente comme ça, Diomaye Faye, comme le meilleur candidat actuel. C'est le plus jeune chef de l'État et de l'histoire du Sénégal, le premier opposant à gagner une présidentielle dès le premier tour. Ça, il faut le faire, non, Yves Abama? Oui, il faut le faire. Et c'est le 25 mars 2024, son jour anniversaire, parce qu'il a 44 ans exactement aujourd'hui. Oui, Lille, il fallait le faire. Et vous voyez que c'est une conjugaison de facteurs qui, à la fin, réussit à nous présenter un grand homme, hein, parce qu'il a beau être jeune. Pour faire ce qu'il a fait avec son compagnon et arriver à ce stade-là, il faut être grand, il faut avoir quelque chose de grand, et c'est quelque chose, il l'avait. Je voudrais dire que, en réalité, je regarde cette victoire comme une leçon. Une leçon pourquoi? Une leçon parce que entre 2020 et 2024, ces gars ont fait la prison. Les partisans du mouvement PASTEF, des dizaines, sont morts. Et arrêtés aussi. J'ai peur de dire piétinés par balle. Des centaines ont été arrêtés. Au moment où nous parlons, c'est vrai qu'on a libéré, mais il y en a qui sont encore dans les prisons au Sénégal, notamment par rapport au Diomaye lui-même sort de prison. Voilà, ça fait pas 10 jours. Grâce à l'amnistie votée par le Parlement. Donc je voudrais dire qu'en réalité, ces deux jeunes gens, sans prétentions aucune, viennent de très loin. Ils viennent de très loin. Ça a été difficile. Un destin à la Mandela, vous voulez présenter ça comme ça? Je n'irai pas jusque-là, mais je vais dire que quand même le chemin n'a pas été facile. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que en réalité, lorsque une opposition a le peuple avec elle, lorsqu'une formation politique, de manière générale, quand on a le peuple avec soi, je vous assure, les tribulations peuvent être énormes, les problèmes peuvent être énormes, mais à la fin, c'est la volonté du peuple qui finit par s'imposer. Ce que je note au Sénégal, c'est que on a eu un pouvoir face à une opposition. À un moment donné, on a eu le sentiment, nous qui regardions à distance, sans nous mêler de la vie sénégalaise, on a eu le sentiment que le pouvoir voulait mater cette opposition et que malheureusement, l'opposition était avec le peuple. L'opposition a démontré qu'elle était avec le peuple parce que les incantations parfois sur les réseaux sociaux et les plateaux de télévision ne suffisent pas. Il faut démontrer que vous êtes avec le peuple. Et quand vous êtes avec le peuple, je vous assure, avec voilà, j'ai toujours en image de plusieurs. Voilà. Et vous vous rendez compte que le peuple, quand il ne veut pas, rien ne peut l'arrêter. Hein. L'amour ne l'arrête pas. On a tué des dizaines. Oui. Ils sont venus. Les arrestations ne les arrêtent pas. La brutalité policière ne les arrête pas. Je tiens ce discours pour dire quoi? Je tiens ce discours pour dire de manière générale aux hommes politiques. En réalité, lorsqu'on fait la politique, la cible, c'est la population. La cible, c'est le citoyen. Quand on a l'assentiment du citoyen, on peut tenir des discours. Mais si on n'a pas l'assentiment du citoyen et qu'on se contente des plateaux de télévision ou alors des réseaux sociaux, j'ai peur qu'on ne peut être populaire que dans sa tête. Et là, le jour où on est en difficulté et qu'on se retrouve seul, on se met à dire « Ah, ici, il n'y a pas encore les citoyens, il y a les populations. » Mais c'était déjà une élection ouverte, vu que le président sortant n'était plus candidat à sa propre succession. Il avait d'ailleurs annoncé qu'il ne sera plus partant. Le 2 avril, c'est la fin de son mandat. C'est quand même la 3e alternance politique en 24 ans dans ce pays, le Sénégal. En réalité, vous avez
vous donnez la réponse à votre propre question. Le Sénégal a une place particulière, madame. Déjà, pendant la colonisation, les ressortissants des 4 communes, on les appelle les 4 vieilles dames, Rufisque, Gorée, Ziguinchor et Dakar, je crois, étaient des citoyens français. C'est-à-dire, c'était des personnes... du consensus néocolonial. Ça veut dire que c'est des gens qui jouissaient de leurs droits politiques. Lorsqu'il y avait des élections, ils participaient aux élections. Les Sénégalais en particulier et les gens de l'Afrique de l'Ouest en général, ils ont une culture politique. Au Sénégal, après l'indépendance, Senghor a réussi un peu à brider le multipartisme. Abdou Diouf a essayé, mais comme Abdou Diouf c'était quelqu'un de pacifique, il a fini par libérer le jeu. Ce qui a fait tomber Abdou Diouf, ce n'était pas tant le programme politique ou économique de Wade, c'était la soif du changement des Sénégalais. Un peu comme maintenant, puisque les populations avaient soif de justice sociale, de changement. Permettez, madame, ce n'est qu'un perpétuel recommencement. Ce qui fait chuter Wade, ce n'était pas en tant que tel le programme politique ou économique de Macky Sall. C'est le fait que Wade ait voulu se pérenniser au pouvoir. Et là, les Sénégalais sont tellement attachés à la culture républicaine. Ils disent, chez nous, on ne va pas transformer le Sénégal en monarchie. Wade ne va pas s'éterniser au pouvoir et Karim Wade ne va pas succéder à Wade. Il y a donc eu cet attelage hétéroclite. Des partis politiques, vous allez voir des partis politiques d'extrême gauche, des partis politiques de droite, de ceci, de cela. Tous se sont coalisés avec un seul objectif, tout sauf Wade. C'est comme ça que Macky Sall accède au pouvoir. Mais Macky Sall qui accède donc au pouvoir, parce que les Sénégalais ne voulaient pas que s'installe au Sénégal une dynastie Wade, a donc voulu à son tour s'éterniser au pouvoir. Il a seulement fait mine de s'éterniser et ça a braqué les Sénégalais. Tout à fait. Que Sonko ait été accusé à tort ou à raison, les Sénégalais ont perçu cela comme une fourberie politique. Et y compris donc les partisans de Macky Sall ont dit non, on pouvait bien soutenir Macky Sall, mais la logique de Macky Sall de transformer le Sénégal en république bananière fait qu'on lui tourne le dos. Et autre facteur dont il faut tenir compte, la population de l'Afrique est de plus en plus jeune. La population de l'Afrique a de plus en plus de mal à accepter les discours convenus. D'accord. Le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication fait en sorte que l'Africain veut accéder au même degré de bien-être que tout le monde. Que tout le monde. Au regard des richesses qu'on a sur le continent. Aujourd'hui, mais tenez toujours pour acquis. Je vous donne un exemple. Rapidement, parce qu'on va aller prendre l'élément de Rodrigue Tonguet. Prenez, je reviens, et là, je suis un peu chatouillé là-dessus. La population du Sénégal est majoritairement musulmane. Mais l'islam a un rôle vraiment mineur en matière politique. Lorsque vous lisez les mémoires d'Abdou Diouf, il raconte qu'il soit allé rencontrer Kadhafi et Kadhafi lui dit « Ah, le Sénégal, c'est ce pays où une majorité de musulmans est pris en otage par une petite minorité de chrétiens. » Abdou Diouf lui a dit non, au Sénégal, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de ça. D'accord. On va aller retrouver Rodrigue Tonguet, le directeur de l'information qui séjourne depuis quelques jours au Sénégal pour suivre pour nous cette élection présidentielle. Et depuis hier qu'on a eu les tendances présentant donc Diomaye Faye comme vainqueur de cette présidentielle, il y a eu l'euphorie totale de ce côté-là. On regarde. C'était la liesse toute la nuit dans le camp Diomaye Faye. Des partisans et sympathisants du candidat de la coalition de l'opposition Diomaye président, convaincus que la large avance dans les premières tendances font de leur candidat le vainqueur de la présidentielle 2024 au Sénégal. Je vois que le Sénégal est encore un pays démocratique, un pays de droit. Et ce soir, ce n'est pas Diomaye qui a gagné, mais c'est tout le pays. C'est notre victoire, c'est votre victoire. Sous-New victoire. Énormément de plaisir, de satisfaction, mais aussi de reconnaissance vis-à-vis du peuple sénégalais. Nous sommes satisfaits du travail abattu par toute la coalition Diomaye Président.
Cette victoire, c'est la victoire du peuple sénégalais. Vraiment, le peuple a décidé aujourd'hui de prendre son destin en main. Du levain pour ses supporters, 16 adversaires sur les 18 ont déjà félicité la victoire de Diomaye Faye. Il n'en reste que l'ancien Premier ministre Boun Abdallah, évacué pour maladie à l'étranger. Et Amadou Ba, candidat de la majorité, dont les soutiens espéraient jusqu'à ce lundi matin encore un deuxième tour. En venant ici, c'est faire un appel à Amadou Ba pour qu'il appelle le président élu par le peuple sénégalais, dès le premier tour par une écrasante majorité, Bassirou Diomaye Faye, de l'appeler dans la grande tradition sénégalaise, dans la grande tradition républicaine, parce que c'est irréversible. Bassirou Diomaye Faye est élu président de la République. La déclaration du candidat du pouvoir soutenu par Macky Sall est attendue cette mi-journée. Mais l'enjeu reste ici à Dakar de savoir si Diomaye Faye est élu dès le premier tour ou alors il faudra attendre un deuxième tour pour départager les deux premiers. On n'aura plus besoin de deuxième tour puisque Amadou Ba, dans un courrier de cet après-midi, a félicité Bassirou Diomaye Dikar Faye pour sa victoire dès ce premier tour et il prie le Tout-Puissant de lui accorder l'énergie et la force nécessaires pour assumer cette haute fonction à la tête de notre pays. Je lui souhaite beaucoup de réussite et de succès pour le bien-être du peuple sénégalais. Mais pendant ce temps, dans le camp de Macky Sall, c'est une colère vive parce qu'on se dit, il s'est dit dans le QG que Macky Sall n'a pas suffisamment soutenu Amadou Ba. Oui, à la fin, il y avait un conflit réel entre Amadou Ba et Diomaye Faye. Il se susurre, d'après ce que nous avons appris, que c'est au retour de Paris que Diomaye Faye a perdu l'onction de Macky Sall. Et que Amadou Ba. Amadou Ba a perdu l'onction de Macky Sall. Et dans le camp présidentiel, c'est devenu une véritable bataille de leadership, si bien que Macky Sall, dans sa prorogation, envisageait plutôt trouver un nouveau candidat. Donc, même le court-circuitage de ce projet profite à Amadou Ba qui s'est fait un nom. Finalement, il a pu se présenter comme étant le candidat de la coalition au pouvoir. Donc, il a pu également apporter sa pierre. Hein, on l'a vu déjà dans les médias, faire campagne, accorder des interviews. Il n'aurait pas pu l'avoir si on avait prorogé, si ça avait été prorogé comme dans le timing de Macky Sall. Mais il faut le dire, hein, pour nous panafricanistes, ce qui compte, ce n'est pas les victoires. Nous ne sommes pas des démocrates convaincus. Mais c'est d'abord important de célébrer la victoire, un peu comme cette population. C'est une bonne chose. Mais Madame Piedjou, vous savez, le Sénégal n'a pas un sort plus enviable qu'aucun pays francophone. Il n'a pas un sort plus enviable. Le sort est le même. Les néocolonies sont gérées pratiquement de la même manière. C'est des espaces de pillage, de prévarication au profit de la métropole. Quand vous lisez la définition du néocolonie par le brillantissime Kwame Nkrumah, il dit très bien que c'est un État qui a effectivement les attributs d'un État, mais dans les faits, sa politique étrangère et son économie sont gérées de l'extérieur. Comment pouvez-vous comprendre qu'Amadou Ba, qui est investi par le camp au pouvoir, soit reçu à l'Élysée avant d'aller et de revenir battre campagne? Vous comprenez qu'en fait, c'est les logiques néocoloniales. Quand vous regardez la politique extérieure du Sénégal sur le cas de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, ce n'était pas la posture du peuple majoritaire du Sénégal. Vous savez que le blocus de Bamako par les pays de la CEDEAO et qui a été ordonné par Paris, ce blocus a été cassé par les populations sénégalaises qui ont traversé la frontière, sont allées jusqu'à Bamako en disant « Nous n'acceptons pas d'embargo contre le peuple malien ». Vous voyez un peu cette dynamique-là. Donc, la politique étrangère sénégalaise était pilotée par la France. Elle a toujours été pilotée. Et c'est un vieux consensus. Nous, ce que nous regrettons, c'est que les oppositions néocoloniales d'Afrique n'ouvrent pas les yeux sur ces réalités. Quand on parle du système néocolonial, et Madame Piedjou, c'est très important, le système néocolonial a ses tentacules à tous les niveaux dans un pays. Et ce système néocolonial, aujourd'hui, le grand enjeu,
Ce que Sonko réalise. Pour nous, panafricanistes, nous allons suivre parce que le panafricanisme, ce n'est pas une affaire du Cameroun. Hein. Nous avons une dynamique qui est mondiale. Nous avons un droit de regard sur tout ce qui se passe. Mais même on pense toujours que c'est trop facile pour vous, les panafricanistes, de toujours penser que c'est l'autre le problème. Pourtant aussi, il y a de vos responsabilités personnelles. Voir toujours que c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne, ce sont ces pays-là qui sont à l'origine de vos propres problèmes, ça pose également un souci. Madame Thiédiou, pour celui qui est observateur de la situation de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire au Burkina, au Niger et au Mali, et qui regarde comment la question terroriste est en train d'être résolue, il se rend compte que nous n'avons pas trop tort. Et pour celui qui regarde tout à côté un pays qui s'appelle la République centrafricaine, quand il regarde la calmie, la paix qui règne aujourd'hui à Bangui et dans toutes les régions du Centrafrique, il se souvient quand même que nous n'avons pas tort. Parce que nous avons réussi à neutraliser ces forces dangereuses qui viennent de l'étranger, de la France, des États-Unis et de l'Angleterre, et qui viennent plomber toute stratégie de développement des pays africains. Quand on suit ce discours-ci, qu'est-ce qui pourrait changer avec le nouveau président qui va arriver, qui sera installé au Sénégal, au regard de ce discours assez rude de Jonathan? Oui, le discours de Jonathan est assez rude. Je ne peux pas le partager entièrement, mais je le comprends. Je le comprends parce que, vous savez, le panafricanisme est un idéal auquel nous avons tous été nourris dès le secondaire. Hein, parce qu'à un moment donné, on se dit, vraiment, il faut reprendre des parts de notre territoire qui nous ont été arrachés d'une manière ou d'une autre par un certain nombre de puissances étrangères. Mais avec un peu de recul, on s'est dit, bon, comme vous avez dit, on ne va pas passer le temps à dire c'est l'autre. Nous aussi, peut-être, il y a des choses qu'on peut faire. On se met en situation de responsabilité. Ces gens-là ne viennent pas nous mettre une larme sur la tête pour dire valider les accords ou bien faites ci ou faites ça. Il y a quand même nos chefs d'État aussi qui peuvent sur le continent. Sur 219 coups d'État, 141 orchestrés par la France. Voilà, et je voudrais dire la France a dit qu'elle n'est pas responsable de vos malheurs aussi. Il faut tenir compte de cette position-là. On n'écoute pas trop son discours. Je n'ai jamais vu un criminel qui accepte son rôle de criminel. J'ai failli vous rappeler un propos de Aimé Césaire dans, je pense, c'était un discours sur le colonialisme qui disait le malheur de l'Afrique noire francophone est d'avoir rencontré sur ce chemin-là la France. Donc je ne vais pas finir. Voilà. En fait, je voudrais dire qu'en réalité, quand vous dites qu'est-ce que le nouveau président va faire dans un système auquel son pays appartient, je ne peux pas répondre à cette question, mais je vois déjà beaucoup de difficultés pour lui. Beaucoup de difficultés. Pourquoi? Vous voyez comment vous reprenez Jonathan là. Imaginez que le jeune président soit dans la même posture, qu'il ait les mêmes schèmes mentaux et qu'il ait la même détermination à vouloir tricoter un peu l'héritage colonial. Ça va être quelque chose de compliqué. Et vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont étiquetés comme des pays qui... pied gauche et pied droit de du néocolonialisme. Voilà. Donc, et quand vous voyez ce qui se passe au Mali, vous voyez ce qui se passe au Burkina, vous voyez le Niger et maintenant le Sénégal, vraiment la situation risque d'être très compliquée. Je ne sais pas comment la CEDEAO va gérer ça, mais ça va être extrêmement difficile. Je voudrais revenir sur un élément qui a été évoqué tout à l'heure par Maître Cheikh dans le cadre de la politique interne au Sénégal, parce qu'il parlait d'une certaine maturité démocratique qu'on ne peut pas nier, hein, parce que jusqu'ici, on a quand même quand on regarde même la réaction de Amadou Ba, c'est déjà une grosse leçon de démocratie. Voilà, on a quand même vu 5 présidents se succéder, on a vu un certain nombre de choses se faire. Mais je voudrais lui rappeler que quand on suit le discours politique à l'intérieur, vous suivez par exemple l'épisode tendu entre Macky Sall, je pense que c'était en 2012, entre Macky et le président Wade. Je vous assure, vous entendez des choses qui vous tombez des nues. Le président Wade, par exemple, accuse Macky Sall de tribalisme. Et on lui demande pourquoi. Il dit non. Macky Sall est allé vers ses parents du Fouta, leur dit de le voter. Pas parce qu'il avait un programme économique important, mais simplement parce qu'il était leur fils. Vous voyez? Et il va plus loin. Il le traite même il dit qu'il est un descendant d'esclaves. C'est-à-dire que nous, les Africains, nous sommes toujours à ce petit niveau où on ramène tout, on regarde les hommes, on se dit, ok, moi, je suis plus que tel. Il n'est pas possible que lui et moi nous soyons en compétition. Et ça tue cette démocratie-là. Voilà. Et il faudrait que, en réalité, notre jeune Afrique qui se construit, qui essaie de se battre, qui, contrairement à ce que René Dumont avait dit, n'était pas parti, parce que l'Afrique, mal parti, on peut se rattraper quand on est en chemin. L'Afrique est plutôt très bien partie maintenant. Bon, ça c'est ton discours. Je pense que l'Afrique était restée, à mon sens, elle était restée statique. Ces derniers temps,
elle essaie de se battre pour sortir. Et quand vous regardez la façon dont elle essaie de se battre, de part et d'autre, hein, vous avez demandé qu'on ne ramène pas ça au Cameroun. Non, pas du tout. Pas du tout. Je voudrais dire que vous allez vous rendre compte que depuis 2009-2010, il y a des chefs d'État à l'échelle africaine qui ont refusé, par exemple, de reconduire les accords. Toi, tu le sais mieux que quiconque. Voilà. Et ça fait que sans faire de spectacle, sans porter des trompettes, on pose des actes qui font que les pays sont progressivement du joug colonial. Et je dis toujours... Diversifier les partenariats. Voilà. Je dis toujours à nos contradicteurs, je leur dis toujours que, est-ce que vous trouvez normal que dans un pays comme l'Afrique, je prends notamment un continent comme l'Afrique, merci, qu'on est en Afrique noire, la pauvreté du nord au sud et de l'est à l'ouest. Moi, je suis enseignant en Lille. Si je suis dans une salle de classe où tout le monde a échoué, est-ce que c'est la faute aux élèves? Est-ce qu'à un moment donné, on ne met pas le professeur, on ne dit pas au professeur, mais comment tous les élèves peuvent échouer? Donc j'ai envie de dire que l'Afrique n'a pas eu un professeur, mais on a eu une espèce de tutelle, une espèce de chape de plomb qu'on a eu au-dessus de la tête et qui nous a imposé des règles de collaboration uniques. Et c'est là que nous attendons Diomaye et Sonko. Voilà, les règles de collaboration uniques qui font que nous ne profitons pas assez de nos richesses. Et il est temps que la parole se libère, il est temps qu'on commence à dire un certain nombre de choses, qu'on commence à poser un certain nombre d'actes pour que enfin les Africains puissent jouir de ce qui leur vient. Je sors, s'il te plaît, par un élément. Lille. Il a été démontré que, en réalité, l'évasion fiscale est plus responsable de la pauvreté en Afrique que les détournements et la corruption. Ça va être que les gens viennent ici. Voilà. Les champions de l'évasion fiscale, c'est les multinationales. Les multinationales, voilà. Avant qu'on aille au Canada prendre le professeur Fouda, un mot, quel avenir pour Sonko? Parce que là, maintenant, c'est bien beau de célébrer Diomaye Faye, mais on se demande bien comment ça va se gérer entre les deux. Est-ce qu'il aura un poste stratégique? Est-ce que ça va se passer comme les autres duels qu'on a eu à voir? Mais, madame, vous posez une question camerounaise à une réalité sénégalaise. C'est une question normale et vous, j'espère, vous répondez. Et je vous le répète, les Sénégalais sont des gens qui politiquement sont matures. Quel avenir pour Sonko pour aller de façon directe dans ce jeu? Il y aura une collaboration. Le président élu pour un mandat déterminé. Il va conduire ce mandat jusqu'au bout. On peut le voir Premier ministre ou un poste de responsabilité assis. Pourquoi pas? Logiquement, on peut le nommer Premier ministre. Mais sauf qu'il y a une constance. N'oubliez pas que c'est un mandat de 5 ans et le Conseil constitutionnel sénégalais ne blague pas là-dessus. Tout à fait. On va dire rendez-vous dans 5 ans. Mais seulement, pour moi, c'est pour quelqu'un qui regarde l'histoire du Sénégal, ce qui arrive aujourd'hui est logique au Sénégal. Dès que quelqu'un veut abuser du pouvoir, dès que quelqu'un veut s'emparer veut le pouvoir absolu, le peuple s'élève. D'accord. N'allez pas chercher midi à 14h. D'accord. On va immédiatement prendre pour quelques minutes le professeur Vincent Sostène Fouda, sociopolitologue en direct du Canada et qui donne son point de vue sur ce qui se passe du côté du Sénégal avec la complicité de Colin Souanchois. Est-ce qu'on a le Canada? Il y a plus d'une leçon à tirer de l'élection présidentielle du Sénégal. La première des leçons, à mon avis, que nous devons tirer, elle est d'ordre politico-constitutionnel et relève de l'exercice du pouvoir par le président Macky Sall lui-même. Le président Macky Sall a eu la possibilité de jouer un rôle politique important dans la transition politique dans son pays. Malheureusement, il est passé largement à côté, d'où les résultats que nous avons aujourd'hui. Un candidat qui a fait à peine 6 jours de campagne électorale et qui plie l'élection présidentielle dès le premier tour. Ce candidat n'était pas celui que le peuple lui-même attendait. Le peuple attendait Ousmane Sonko et c'est par défaut que celui qui est élu aujourd'hui s'est présenté. Pourquoi je dis qu'il y a une leçon constitutionnelle et politique à tirer? C'est que le président de la République n'a pas compris que,
avec les larges pouvoirs qu'il avait, il ne pouvait pas tout faire. En même temps, il n'a pas compris que sur le plan politique, il avait un rôle en tant que président de la République à jouer, qui était celui d'accorder l'armistice à M. Sonko après sa condamnation, afin de lui permettre de se présenter à l'élection présidentielle. Donc, après avoir voulu créer un chaos politique au Sénégal, il crée une sorte de bicéphalisme à la tête de l'État, parce que finalement, Ousmane Sonko sera autour du pouvoir. Voilà, Ousmane Sonko sera autour du pouvoir. Macky Sall, qu'il l'a voulu ou pas, finalement, c'est le camp adverse qui gagne. Il faut sortir. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce peuple sénégalais en attendant revenir ici pour faire le point après les résultats officiels? Lille, vous savez, quand le travail est bien fait, vous pouvez changer un X point Y et c'est le même résultat que vous obtenez. Ce que nous avons expliqué, c'est qu'il y avait tout un travail de fond. La rue sénégalaise était acquise et le candidat Diomaye Faye n'a pas eu besoin de 10 jours de candidature. Pas du tout. De campagne. De campagne. Surtout qu'à un moment, il était même encore en prison. Voilà. On se demandait comment ça va se passer. Il est sorti, ça fait 10 jours. La rue sénégalaise était acquise. Je vous dis, le facteur décisif, c'était cette rue. Cette rue est profondément panafricaniste, exactement comme toutes les rues africaines. Aussi parce que le peuple croit aussi à ces leaders de l'opposition. Vous avez dit quelque chose ici. Vous savez pourquoi nous, les panafricanistes, on ne fait pas trop de pub? Parce que nous savons que les rues africaines nous sont acquises. Même la rue camerounaise, mais nous n'allons pas encore. On n'est pas là. Mais nous savons que les rues nous sont acquises. Le panafricanisme, c'est une force aujourd'hui qui ne fait pas sa publicité. C'est une dynamique naturelle pour les Africains. Tous les Africains savent que ils savent désormais par le biais des analyses géopolitiques panafricanistes que l'un des gros problèmes, l'un des gros goulots d'étranglement de nos États, c'est la question du CFA. Et vous demandez ce que nous attendons. Le candidat Diomaye Faye avait dit qu'ils vont tabler sur la question du CFA une fois qu'il arrive au pouvoir. C'est l'une des premières questions que nous, panafricanistes, nous allons évaluer. Quelle sera son approche du CFA? Est-ce qu'il va remettre en question l'accord avec la Banque centrale qui les lie au CFA? Est-ce qu'il va avoir une nouvelle politique étrangère vis-à-vis de l'AES? Pourquoi l'AES? Parce que l'AES, Alliance des États du Sahel, pour nous, c'est un thermomètre qui nous permet de connaître qui véritablement dirige la politique étrangère du Sénégal. D'accord. Check, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Sénégal aujourd'hui. Vous vous attendez à quoi? Parce que là, le 2 avril, la Macky Sall, au revoir, hein, il se met de l'autre côté. Oui, Macky Sall, au revoir, comme on avait dit, au revoir au vieux Ngorgui, c'est-à-dire Abdoulaye Wade. Au revoir, comme on a dit Abdou Diouf. C'est un peu comme Senghor qui est parti sur la pointe des pieds. Je vous l'ai dit, madame, je suis fier d'être Camerounais. Je n'ai pas choisi d'être Camerounais. Mais il y a des moments où je regarde en vie la maturité des Sénégalais. Il y a des moments où je regarde les débats politiques au Sénégal. Au Sénégal, vous n'entendez pas rentrer chez vous. Au Sénégal, on discute des idées. Au Sénégal, on est objectif. Au Sénégal, on est capable de tourner le dos à son épouse pour défendre la République. Tout à l'heure, dans votre reporter a pris 2 Sénégalais. Et vous avez vu, leur joie, ce n'était pas la victoire de Bassirou. Leur joie, c'est d'avoir réussi à contrer les fourberies des politiciens. Vous vous rendez compte? Voilà le corps législatif qui décide d'accorder, parce que ce n'est pas le Conseil constitutionnel, c'est le corps législatif qui vote une loi pour autoriser la prorogation du mandat. Les sages du Conseil constitutionnel disent que le mandat est encadré par la Constitution. Et la rue sénégalaise se lève donc et se pose en défenseur de la Constitution du Sénégal. Les Sénégalais sont musulmans, mais il y a des Sénégalais qui considèrent la Constitution comme étant au-dessus du Coran. Maintenant donc que l'élection présidentielle est passée, vous allez voir, les citoyens vont retourner chacun dans leur chapelle politique habituelle. Et continuer la vie. Continuer. Et il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Mais il faut repenser également, il faut penser les plaies aussi et pouvoir avancer avec tout le monde. Parce que là, ce n'est plus le président. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières au Sénégal. Là, ce sera le président de tout le peuple sénégalais. Il faut faire avec les différentes
coalition et les autres et le peuple tout entier. Oui, il faut faire avec le peuple tout entier. Je souhaiterais bien que le paradis que Cheikh nous décrit ici le soit effectivement, parce que quand on essaye de voir le niveau de tension qu'il y a eu entre Ousmane Sonko, l'actuel président nouvellement élu, et le camp Wade, vraiment on craint un peu, voilà. On se dit qu'à un moment donné, on va être attentif pour voir si vraiment ce paradis est celui qu'il est en train de nous présenter là. Disons que nous souhaitons tout ce qu'il y a de bien au peuple sénégalais. Jonathan vient de soulever une question qui m'a fait sursauter, la question du franc CFA notamment, parce qu'il y a un discours qu'on tient quand on est candidat. Voilà. Il y a un discours qu'on tient quand on est candidat, il y a des choses qu'on dit. Maintenant, quand on est au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Parce que dire qu'on va se défaire du franc CFA, faire des grandes annonces, bon, c'est bien, ça plaît, mais de manière pratique, comment on procède? J'ai bien peur que, Jonathan, nonobstant l'enthousiasme panafricaniste que je comprends, que j'encourage même, la réalité politique. D'accord, on verra bien. Et puis, de toutes les façons, on va... C'est ce qu'on nous disait avec les terroristes au Mali. De toutes les façons, on reviendra pour faire le point parce que d'ici vendredi, on aura les résultats officiels. Et pour l'instant, on sait que Diomaye est le plus jeune chef de l'État de l'histoire du Sénégal, le premier opposant à gagner une présidentielle dès le premier tour et la troisième alternance politique en 24 ans dans le pays. Et c'est la voix des panafricanistes portée par toute l'équipe de Sonko. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres ce lundi encore. Cheikh, merci d'être venu. Bon jeune, hein? Beaucoup de courage, c'est pas facile. Moi qui vous remercie pour l'invitation. Jonathan Batengene, panafricaniste, merci d'être venu. Il y a le professeur Aimé Boni qui pense que vous deux là, vous dérangez sur ce plateau. Yves Abama, homme politique du RDPC, pense qu'on n'avait pas qualité à parler de cette affaire du Sénégal au regard de la réalité au Cameroun. Bonsoir, professeur Boni. Bonsoir. Vous comprenez dans les forums. Oui. Merci au professeur Fouda depuis le Canada pour sa participation. Merci à Rodrigue Tonguet. On va suivre cette actualité au Sénégal. On reviendra ici pour faire le point. Demain, je vous retrouve avec d'autres actualités au Cameroun, surtout avec d'autres panélistes. Bonsoir.